En Tunisie, Nabil Karoui incarcéré depuis près de En Tunisie, Nabil Karoui incarcéré depuis près de 3 semaines et candidat à la présidentielle du dimanche connaîtra son sort ce jour. Une audience est prévue à la Cour de cassation afin d'examiner son recours. Refus d'admettre en classe les élèves musulmanes portant le voile. Les autorités sénégalaises et une école catholique de Dakar ont trouvé un accord pour clore la controverse qu'a causée ce lycée réputé. Eric Kabendera est apparu affaibli jeudi lors d'une comparution dans le cadre de poursuites pour crimes économiques. La santé du journaliste d'investigation tanzanien se détériore d'après son avocat et RSF. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Refus d'admettre en classe les élèves musulmanes portant le voile. Les autorités sénégalaises et une école catholique de Dakar ont trouvé un accord pour clore la controverse qu'a causé ce lycée réputé du Sénégal. Reportage. Les élèves de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc concernés retourneront en classe le 19 septembre. Elles reprendront les cours avec l'uniforme réglementaire requis par l'école, assorti d'un foulard de dimension convenable fourni par l'établissement et qui n'obstrue pas la tenue. Un consensus issu d'une rencontre entre le ministère de l'Éducation nationale et les représentants du lycée. Une responsable de l'école s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a confirmé les thèmes de l'accord sans plus de commentaires. Sainte-Jeanne d'Arc est au cœur depuis des mois d'une controverse rare dans ce pays très majoritairement musulman et réputé pour sa tolérance religieuse. La polémique remonte à l'annonce faite au printemps qu'à la rentrée 2019, la tenue réglementaire se composerait de l'uniforme habituel et que les filles et garçons devraient avoir la tête découverte. La semaine passée, alors qu'avait lieu la rentrée, l'école a provoqué la colère de parents dont les filles n'ont pas été admises en classe. Des responsables politiques et religieux musulmans ont dénoncé la décision de l'école. Les manifestations contre l'interdiction devant l'école ont donné lieu à quelques interpellations. L'école invoque son identité. La règle est la même à travers le monde dans tous les établissements de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny dont elle relève. Elle souligne que les parents ont inscrit leurs enfants en connaissance de cause en signant le règlement intérieur. Sainte-Jeanne d'Arc compte quelques 1 700 000 élèves, pour une bonne part enfants de familles aisées ou d'origine étrangère. 50 morts au moins, c'est le bilan d'une nouvelle catastrophe ferroviaire en République démocratique du Congo. La plupart des victimes de cet accident sont des passagers clandestins d'un train de transport de marchandises. Le bilan provisoire officiel pourrait être encore plus lourd d'après certains témoignages. C'est aux environs de la localité de Maï-Baridi, dans le Tanganyika, en RDC, que le train a déraillé. Et il s'agit d'un train de marchandises. Après le drame, 2 wagons étaient toujours couchés. D'après le ministre des Affaires humanitaires, on dénombrait jeudi une 50aine de morts. Une réunion était en cours pour les dispositions à prendre. À en croire le président de l'intersyndicale de la Société nationale des chemins de fer, ceux qui sont morts dans ce déraillement sont des clandestins. Et il semblerait que beaucoup de clandestins étaient coincés sous les wagons déraillés. Les déraillements de trains de marchandises sont fréquents en RDC où ils sont pris d'assaut par des passagers clandestins faute d'autres moyens de transport. Comme toutes les entreprises publiques, la Société nationale des chemins de fer du Congo est au bord de la faillite. Son ancien directeur général, Sylvestre Ilunga, est le premier ministre du gouvernement de coalition des forces du président Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Toujours en République démocratique du Congo, 2 députés nationaux du parti Envol, membres de la formation Ensemble pour le changement, dont Moïse Katumbi, ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant révision de certains articles de la Constitution. Lors d'un point de presse mercredi, ils ont expliqué la motivation de cette démarche. Reportage.
2 députés nationaux du parti En Vol ont été chargés de porter à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant révision de certains articles de la Constitution. La proposition de révision a été transmise le 19 août dernier au bureau de l'Assemblée nationale. Au total, le parti a épinglé 40 articles à problème, mais compte en urgence faire réviser 27. En clair, la révision devrait concerner notamment les articles en rapport avec les élections, la fin du mandat du président de la République, la nationalité, les dispositions de nomination du Premier ministre et des membres du gouvernement ou leur révocation. Vous avez suivi beaucoup d'interprétations au niveau de la Cour constitutionnelle. Même la Cour constitutionnelle n'était pas à mesure de trancher cette question. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président, m'a supposé que c'est lui qui est le pouvoir organisateur. Mais si les élections ne sont pas tenues, on peut rester indéfiniment. Nous avons fait des ans, tout comme nous pouvons faire tout un mandat 5 ans, sans organiser les élections. C'est pourquoi nous avons changé cette disposition. Nous avons supprimé que le président reste en fonction jusqu'à l'installation. Nous avons dit, pas question. Vous n'organisez pas les élections. Donc, vous êtes réputé démissionnaire. Il faut dire que la démarche ne concerne aucunement l'article 220 de la Constitution sur le nombre de mandats présidentiels qui est intangible. Ce parti proche de Moïse Katumbi, qui est formel sur la durée du mandat du président de la République, propose qu'après l'expiration de son mandat, le chef de l'État soit remplacé par le président du Sénat. Le parti entend initier une pétition en vue de récolter 100 000 signatures pour accompagner sa proposition de loi. Au Cameroun, les réactions se poursuivent après l'adresse à la nation du président Paul Biya le mardi dernier. Je vous propose ici de suivre les réactions des acteurs politiques et surtout de la société civile camerounaise. Enfin, voilà maintenant le dialogue, l'occasion qui est pour nous tous, Camerounaises et Camerounais, qu'on soit ici au Cameroun ou à l'étranger, chacun devra porter sa modeste contribution pour l'apaisement et pour le vivre ensemble. Donc ça a toujours été le maître mot de l'UNDF. Si le dialogue se passe très très bien, je crois que même la Constitution pourrait être révisée sur un certain nombre de points. Et je pense que aujourd'hui, il nous a donné l'occasion pour nous à l'UDC d'avoir notre tripartite 2. Parce que tout le travail qu'on a fait pour le Cameroun au niveau de la tripartite en 1991 était inachevé. Aujourd'hui, il y a la possibilité que ce travail soit achevé. On a la crise anglophone, en premier lieu. Je dois dire que les résolutions de la tripartite nous empêchaient d'avoir cette crise. Aujourd'hui, elle est là, il faut la juguler. Nous sommes optimistes parce que c'est un dialogue et il faut que les gens qui vont participer à ce dialogue aillent avec un esprit d'honnêteté, avec un esprit du patriotisme, avec aussi un esprit d'amour. Parce que quand il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la justice et il y a la paix. Donc je suis optimiste. Eric Kabendera, c'est un journaliste. Il est apparu affaibli jeudi lors d'une comparution dans le cadre de poursuites pour crime économique. La santé du journaliste d'investigation tanzanien se détériore d'après son avocat et surtout l'organisation Reporters sans frontières. L'arrestation et les poursuites engagées contre Eric Kabendera, journaliste indépendant réputé, sont pour beaucoup d'observateurs révélatrices de l'érosion de la liberté de la presse en Tanzanie depuis l'élection du président John Magufuli fin 2015. Son avocat a soutenu devant un tribunal de Dar es Salaam qu'il est malade. Il marche difficilement suite à la paralysie de son pied droit et il a des difficultés respiratoires pendant la nuit. Il est par conséquent demandé à la Cour d'ordonner au service pénitentiaire de lui permettre de se faire examiner dans n'importe quel hôpital public. Kabendera est apparu affaibli lors de cette comparution pour une audience de procédure, se déplaçant lentement et en boitant. De son côté, Reporters sans frontières a, dans un communiqué, appelé les autorités tanzaniennes à le remettre en liberté et lui permettre d'accéder à des soins appropriés sans délai. Mais lors de l'audience de jeudi, le procureur a soutenu que la direction de la prison lui a assuré qu'il y reçoit des soins.
L'accusation a par ailleurs indiqué ne pas avoir achevé son enquête. Pour le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, tout indique une procédure qui relève de l'intimidation pour faire taire un journaliste d'investigation critique du régime tanzanien. Eric Kabendera travaille pour des médias nationaux et étrangers comme The East African, dont le siège est au Kenya. Il a publié plusieurs analyses critiques sur la vie économique et politique dans la Tanzanie du président John Magufuli. La police avait dans un premier temps expliqué l'avoir arrêté au motif qu'il aurait frauduleusement acquis la nationalité tanzanienne avant de l'accuser dans un deuxième temps de publication d'informations fausses et séditieuses. Il a finalement été inculpé le 5 août de crimes organisés pour acquérir de l'argent, évasion fiscale et blanchiment d'argent. En Tunisie, audience ce vendredi à la Cour de cassation. Il sera question d'examiner un recours contre l'arrestation de Nabil Karoui, alors incarcéré depuis près de 3 semaines déjà et candidat à la présidentielle de dimanche prochain. L'homme d'affaires est poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale et a été arrêté le 23 août. La date de son arrestation, 10 jours avant le début de la campagne, a suscité des interrogations sur une instrumentalisation de la justice par le politique. Les demandes de libération formulées par ses avocats ont été jusqu'à présent rejetées. Il a en effet engrangé une forte popularité ces dernières années, notamment en organisant des distributions d'aide dans des régions défavorisées, des opérations relayées par la chaîne qu'il a fondée, Nesma. Karoui, dont la candidature a été validée par l'ISIE, l'instance d'organisation des élections, continue à faire campagne par l'intermédiaire de Nesma, de son épouse Salwa Smaoui et de sa famille. Jeudi, quelques centaines de personnes ont ainsi déambulé dans les rues de Bizerte, ville d'origine du candidat, aux côtés de sa mère, Najiba Karoui. Karoui et son frère Gazi sont visés par une instruction judiciaire du pôle financier. Le juge d'instruction chargé de l'enquête avait décidé en juillet le gel de leurs biens et de leurs fonds et ils sont sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire. 7 millions de Tunisiens sont appelés à voter dimanche pour la deuxième élection présidentielle démocratique de leur histoire à l'issue d'une campagne qui laisse le suspense entier. La bataille anti-pesticides lancée par des maires ruraux français amplifie. Paris et 4 autres grandes villes françaises ont interdit jeudi l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques sur le territoire. Paris, Lille, Nantes, Grenoble et Clermont-Ferrand ont signé des arrêtés interdisant complètement et immédiatement l'utilisation de pesticides sur leur commune. Cette décision vient amplifier le mouvement de fronde anti-pesticides désormais mené par plusieurs dizaines de petites communes rurales françaises qui reprochent au gouvernement son inaction dans ce domaine. Le maire de Langué avait été le premier à émettre un arrêté interdisant l'utilisation des pesticides chimiques à moins de 150 mètres des habitations qui a été suspendu par la justice. Ce jugement semble avoir plutôt jeté de l'huile sur le feu. Pour les 5 municipalités, il s'agit d'engager une démarche concertée pour faire changer la loi et concourir à la sauvegarde du patrimoine inestimable de la biodiversité sur les territoires concernés et de la santé des concitoyens. S'agissant de grandes villes et non de communes rurales abritant des cultures, cette action est en grande partie symbolique. En réponse à ce vent de fronde, le gouvernement envisageait de fixer à 5 ou 10 mètres, selon les cultures, la distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage de pesticides, mais les écologistes et les associations dénoncent des mesures minimalistes. De nombreux recours ont été déposés par les préfets. Ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme Jessica.